remarquable des actrices et des acteurs de la société civile au parcours et domaines expertise variés. Je tiens aussi à saluer l'équipe de Civicus Lens ainsi que toutes les personnes interviewées pour leur contribution à ce travail essentiel. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager cette recherche avec les membres de Civicus avant sa publication auprès de la grande public. Bon, sans plus attendre, commençons et je vais lancer. Oh, non, l'enregistrement est lancé déjà. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Kenza, notre formidable animatrice pour la session d'aujourd'hui. À vous, Kenza. Merci beaucoup, Cheyenne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci beaucoup pour votre mot de bienvenue. Bienvenue à vous tous et toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire qui est assez très important pour notre rapport et aussi qui renforce notre engagement avec nos membres. Je vais passer la parole à mon collègue Samuel pour présenter les grands axes du rapport. Merci beaucoup, Kenza. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste partager mon écran pour vous montrer un petit peu euh, ce qu'on a fait avec le rapport. Et donc, voilà. Euh, je vais juste un mot d'introduction. Alors moi, je m'appelle Samuel King. Je suis membre de l'équipe de Civicus Lens. Et donc, c'est nous qui travaillons sur le rapport sur l'état civil et bien sûr le rapport est aussi mis en œuvre pour vous, les membres, et avec l'aide de vous, les membres aussi, parce que on fait des entretiens, des articles. Pour ce rapport particulier sur l'état de la société civile de 2026, on a fait 250 entretiens et dans 110 pays. Donc, ça a été vraiment un grand travail et on essaye de représenter l'état de la société civile à travers le monde, dans toutes les situations différentes, bien sûr, dans les pays. Et donc, je vais juste vous présenter les points clés, donc ce qu'on a trouvé cette année et aussi avec justement la formulation des chapitres qu'on établit avec le rapport. Donc, je vais commencer avec la démocratie. Alors, la démocratie, on a trouvé que c'était une inspiration durable, mais il y a vraiment eu un recul de la démocratie à l'échelle mondiale quand même. Les juntes militaires essayent de officialiser leur pouvoir malgré l'expiration de période de transition et les régimes organisent des élections sans véritable concurrence parfois et avec plusieurs démocraties fragiles qui ont franchi le seuil vers l'autoritarisme pur et simple. Et dans les démocraties plus stables même, les partis populistes de droite continuent d'avancer dans les élections. Donc ça, c'est aussi un premier point. Deuxièmement, l'affaiblissement de garde-fous protégeant la démocratie. Euh, donc les réactions internationales et régionales au coup d'État ont souvent été moins forts et les prises de pouvoir aux élections frauduleuses sont de plus en plus permissives. Maintenant, avec les États-Unis, les actions du gouvernement des États-Unis qui démantèlent le système d'aide internationale, qui contribue à soutenir la démocratie à l'étranger. On voit que des milliards de dollars US ont été réduits de l'aide internationale. Donc ça a un effet énorme. Euh, et les mesures visant à restreindre la société civile continuent de se multiplier. Donc parmi elles, les lois sur les agents étrangers, les restrictions aux manifestations et la répression transnationale. Troisièmement, la société civile représente la dernière ligne de résistance face à cela. Et mais même face à cette répression systématique et la réduction de ressources, elle surveille les élections, elle documente les abus, elle protège l'intégrité électorale contre les ingérences et aussi les mouvements de manifestation des citoyens
surtout par la génération Z, euh, ils continuent à descendre dans la rue et prouvant que même lorsque la démocratie est sous ces problèmes, ce recul, dans la pratique, elle continue d'exister en tant qu'aspiration. Donc notre deuxième chapitre, c'est sur la technologie. Et la technologie, c'est une grande chose dans le monde aujourd'hui et il y a beaucoup d'innovations, mais souvent sans comptabilité. Euh, les oligarques technologiques assument un pouvoir considérable et l'utilisent de manière irresponsable et sans de compte à rendre. Euh, et beaucoup d'entre eux s'alignent aussi avec les dirigeants autoritaires, nationalistes et populistes aussi. Surtout nous en des liens avec l'administration Trump et avec des mouvements extrémistes. Euh, donc la convergence entre les élites militaires, politiques et technologiques, ça favorise les atrocités dans les conflits et ça menace l'espace civique et les droits des groupes marginalisés surtout, mais les droits humains de tout le monde bien sûr. Et aussi ça sape la stabilité mondiale. Deuxièmement, l'utilisation de l'IA est déployée sans garantie adéquate en matière de droits humains, tandis que la réglementation ne peut pas suivre le rythme de la croissance technologique. Donc l'IA amplifie la désinformation électorale, alimente les listes d'élimination militaire, favorise les technologies de surveillance utilisées contre la société civile et contre les citoyens. Et aussi, ça permet la diffusion de pornographie deepfake, surtout qui cible les femmes et les filles. Euh, et les États parviennent pas à réglementer la technologie par crainte de perdre leurs avantages économiques et militaires. Euh, donc, troisièmement, la société civile encore mène la lutte contre ces abus et propose des initiatives de vérification de faits en menant des poursuites judiciaires contre les entreprises technologiques euh, et dans des situations de conflit surtout, dénonçant la complicité des entreprises dans les violations des droits humains et en exigeant des normes mondiales pour la technologie, surtout l'IA. Le troisième chapitre, c'est sur la gouvernance mondiale. Donc, la gouvernance mondiale fait face à une crise sans précédent. Euh, Elle est vieille de plusieurs décennies, mais elle est vraiment mise à l'épreuve comme jamais avant, avec les États les plus puissants affirmant ouvertement leurs intérêts particuliers et ils bafouent les lois internationales. Par exemple, avec l'Israël qui mène une guerre systématique à Gaza, et même quand la Cour internationale de justice lui ordonne à mettre fin au génocide, il ne répond pas. Il y a également de nombreuses violations de lois internationales par la Russie dans sa guerre en Ukraine, tout comme les États-Unis avec leur frappe militaire contre des bateaux dans les Caraïbes et l'intervention au Venezuela. Certains États aussi défient le mandat de la Cour pénale internationale et ignorent la Convention relative au statut des réfugiés. Euh, Deuxièmement, plusieurs États sapent la gouvernance mondiale en se retirant des institutions internationales avec lesquelles ils sont en désaccord ou qui ne servent pas leurs intérêts. Donc, il y a beaucoup de restrictions et de coupes budgétaires. Euh, et l'administration Trump est en tête de ces retraits vraiment ayant quitté plus de 60 organismes internationaux, notamment ceux qui œuvrent sur le climat, la démocratie et les droits des femmes. Euh, et donc, ça cause vraiment une crise financière véritable qui touche surtout les fonds des Nations Unies en matière des droits humains. Et ça aggrave l'impunité des États. Euh, et donc, ça privilégie des approches sélectives au lieu d'universelles. Euh, et comme le Conseil de la paix de Trump, par exemple, qui n'a pas de règles restrictives aux États et, et ne favorise pas la participation de la société civile. Donc, à ce moment de charnière, la société civile exige toujours de la transparence et
et aussi exige que l'ONU choisisse un nouveau dirigeant euh, qui soit une femme féministe. Euh, et aussi, la société civile fait face au processus opaque des vétos dans le Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui met vraiment un problème à la résolution de conflits internationaux, comme le veto est abusé. Euh, donc, le troisième chapitre, c'est sur le conflit. Donc, le conflit est vraiment représenté par euh, l'impunité sans limite. On voit l'effondrement du droit international. Les civils, les activistes de la société civile, les travailleurs humanitaires et les journalistes sont souvent ciblés dans les conflits aussi. Et cela reflète vraiment un effondrement plus général du droit international humanitaire, favorisé par l'impunité. Euh, et l'impunité évidente dans le génocide perpétré par l'Israël à Gaza, les attaques de la Russie contre les civils en Ukraine, et aussi le nettoyage ethnique mené par les milices au Soudan, euh, et la guerre aussi au Myanmar, qui est menée par la junte militaire contre son propre peuple. Euh, les accords de paix aussi, deuxièmement, sont souvent superficiels, laissant les auteurs impunis et les causes profondes sans réponse. Alors l'approche de Trump, surtout, qui utilise la paix comme un outil de relations publiques, est un exemple de cela. Les accords qui font les journaux euh, sont souvent motivés par des espoirs de gains matériels, tels que la spéculation immobilière à Gaza, et les concessions minières en République démocratique du Congo et l'accès au pétrole au Venezuela. Donc c'est ça qui motive les actions de Trump. Et donc, voilà, combiné à cela, il y a l'augmentation de dépenses militaires de la part de beaucoup d'États dans le monde entier. Et ça aussi rend plus probable la reprise de conflits. Euh, Troisième, malgré les risques graves auxquels la société civile fait face, la société civile réagit en fournissant une aide humanitaire locale et documentant les violations des droits humains dans les zones de conflit à travers le monde. Le génocide à Gaza a déclenché un mouvement de résistance mondiale sans précédent et de nombreuses personnes ont protesté pour la première fois et a dénoncé cette injustice flagrante. Et les étudiants, des syndicats et aussi les manifestations incluent des boycotts, des poursuites judiciaires et tout ça faisait face à une répression étatique croissante. Euh, Donc le prochain chapitre, c'est sur le climat. Donc au niveau du climat, on voit vraiment un effondrement, mais aussi des percées. Donc il y a vraiment une course entre deux points de basculement. Un côté, l'accélération du dérèglement climatique, avec 2025 parmi les années plus chaudes jamais enregistrées, et l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais de l'autre côté, il y a une transition écologique et des énergies renouvelables, ainsi que les sources d'énergie solaire qui fournissent désormais plus de 30% de l'énergie mondiale. Et des investissements dans les énergies renouvelables ont doublé par rapport aux énergies des combustibles fossiles. Euh, donc, deuxièmement, il y a un retard qui dénie le changement climatique. Les entreprises du secteur des énergies fossiles surtout, mais aussi les États pétroliers, se sentent menacés par la transition écologique et utilisent leur immense pouvoir de lobbying pour faire obstacle au changement. Et notamment lors du dernier sommet mondial sur le climat, la COP30. Donc chaque jour de retard augmente leurs profits tout en aggravant les effets du changement climatique. Euh, Dernièrement, la société civile a remporté des victoires juridiques et exige des mesures climatiques urgentes et propose des solutions. Les victoires décisives, telles que le litige climatique avec la Cour internationale de justice, ont établi que les États ont l'obligation légale de prévenir les dommages climatiques. Mais
les activistes de la société civile font face à une répression croissante aussi. Donc les États et les entreprises réagissent avec des campagnes de dénigrement, des poursuites judiciaires visant à faire face à ces critiques et voilà des violences aussi face aux activistes climatiques. Euh, Prochainement, il y a un chapitre sur la migration. Donc, le titre, c'est la cruauté comme politique, parce que les États ont plus en plus des opérations d'expulsion massive. Euh, Ils externalisent la gestion de migration et bloquent l'accès à l'asile. Les États-Unis mènent actuellement leur plus grande opération d'expulsion jamais organisée, avec des arrestations basées sur des quotas. L'Iran et le Pakistan ont expulsé 2,8 millions d'Afghans par l'Afghanistan, contrôlés par les talibans. Euh, les États européens aussi externalisent le contrôle des frontières et le traitement des demandes d'asile, euh, renvoyant des personnes vers les pays tiers, souvent dangereux aussi. Donc l'opportunisme politique est en grande partie responsable pour cette hostilité envers les migrants et les réfugiés. Euh, la, la société civile organise une résistance coordonnée par les biais de campagnes de sensibilisation, d'actions humanitaires, de procédures judiciaires et de mobilisation de masse. Euh, et donc, par exemple, à une suite d'une campagne de sensibilisation soutenue, l'Espagne a régularisé les migrants sans papier. La Thaïlande a aussi régularisé les droits de travail des réfugiés birmans. Euh, les tribunaux de plusieurs pays ont bloqué les expulsions euh, accélérées, protéger les demandeurs d'asile et les travailleurs humanitaires qui ont été criminalisés. Donc, les mobilisations des manifestants ont inclus des millions de personnes dans le monde entier. Et aux États-Unis, les réseaux communautaires ont physiquement empêché des arrestations, des expulsions aussi. Euh, Troisièmement, même que les politiques restrictives gagnent du terrain. Donc, ce qui était autrefois impensable est devenu normalisé. La société civile, quand même, empêche toute nouvelle régression et contestent la normalisation de l'extrême euh, puis poursuivent leur lutte contre les États qui ne respectent pas leurs obligations contraignantes pour protéger les migrants et les réfugiés et et voilà. Et même dans cette impunité, la société civile continue à se mobiliser. Euh, le prochain chapitre, c'est sur les luttes de genre. Donc on a vu beaucoup de recul et de résistance. Donc, de nombreux États s'attaquent aux droits des femmes et des personnes LGBTQI+, en les présentant comme une menace pour les familles, les traditions et l'identité nationale. Les États-Unis, par exemple, ont donné le ton au niveau mondial et ont réduit les financements à l'échelle internationale. Mais d'autres exemples incluent le Burkina Faso et le Trinité et Tobago, qui ont criminalisé les relations homosexuelles. La Slovaquie et le Royaume-Uni ont défini légalement le sexe comme une binarité biologique aussi, et la Hongrie a interdit les événements de Pride. Euh, donc la réaction négative au niveau mondial conduit à la organisation des ONU, de la Commission de conditions des femmes de l'ONU, à supprimer toute référence à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Donc ça a aussi un effet à l'échelle internationale, bien sûr. La société civile résiste cette régression notamment par rapport avec des manifestations, avec des actions en justice et la pression de la société civile, par exemple, a contraint l'Afrique du Sud à déclarer la violence sexiste comme catastrophe nationale, euh, tandis que le Danemark et la Norvège ont modifié leur législation pour élargir l'accès à l'avortement. Euh, et les tribunaux ont dépénalisé l'homosexualité à Sainte-Lucie. Et le mariage pour tous est en vigueur au Liechtenstein et en Thaïlande. Euh, Donc voilà, des victoires importantes de la société civile, même, même face aux restrictions. Mais ces victoires sont souvent invisibles parce que la société civile doit faire attention à la répression. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de faire face à cela. Et finalement, le chapitre sur la génération Z, c'est une nouvelle résistance
qui se lève. Donc la génération Z est à la tête d'une vague mondiale de résistance contre le pouvoir économique et la politique irresponsable. Les soulèvements sont motivés par la colère collective face aux difficultés économiques, euh, au manque d'opportunités et à la corruption et la déconnexion des élites. Euh, Parmi les événements déclencheurs récents, on peut citer les coupures d'électricité et d'eau à Madagascar, l'interdiction des réseaux sociaux au Népal, les projets inutiles de contrôle des inondations aux Philippines, ce qui a engendré des manifestations de la génération Z. Et les manifestations de la génération Z, ou lidérées par la génération Z, se mobilisent avec une résilience et une innovation remarquables, adoptant des approches décentralisées qui permettent un leadership plus collectif. Et ils utilisent stratégiquement des plateformes, des réseaux sociaux et partagent leurs tactiques à l'échelle internationale aussi pour remporter des victoires tangibles. Euh, alors, des gouvernements ont démissionné en Bulgarie, à Madagascar et au Népal. Et donc, ça a aussi été fortement dû aux manifestations de la génération Z. Euh, la violence a souvent été la réponse dominante des États face aux manifestants, avec euh, des forces, le recours à la force meurtrière souvent, des arrestations massives, et des actes de torture. Euh, la répression s'est parfois avérée contre-productive cependant pour les États parce que et ça intensifie les mouvements, les manifestations au lieu de les réprimer, comme on a vu en Indonésie, en Madagascar et en Népal par exemple. Donc les points clés du rapport de cette année 2026, c'est que vraiment la démocratie, les droits humains, l'environnement et l'ordre international sont simultanément menacés et ça alimente pouvoir sans contrôle, une exclusion systémique et une prolifération de conflits non résolus. La résistance s'intensifie cependant à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de mouvements de manifestation, de litiges ou de solidarité. Et la génération Z devient une nouvelle force puissante pour le changement. La société civile doit s'adapter et ne pas céder du terrain. Les clés pour soutenir la résistance dans cette situation plus difficile, globale, c'est l'autonomie, les liens communautaires et en tirer les leçons des nouveaux mouvements, surtout de la génération Z. Euh, donc voilà. La fin de cette petite présentation introductive du rapport de cette année. J'espère que vous avez tous bien compris et eu l'idée des points importants, mais on va bien sûr écouter beaucoup plus des réponses et des solutions, des problèmes de la part de nos panélistes aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, laissez-les s'il vous plaît dans le chat et on va les répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup et de retour à vous, Kenza. Merci beaucoup, Samuel, pour ta présentation qui était très, très éclairissante. Nous allons maintenant examiner comment ces tendances prenant forme dans des contextes très différents, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest et du Madagascar à la France, et comment la société civile s'adapte, résiste et innove. Donc, je vais faire maintenant une présentation de nos chers panélistes qui vont me rejoindre aujourd'hui pour discuter ce sujet-là. Donc, je vais commencer par Fulbert Nagoji, est une analyste pour l'Afrique centrale à l'international, Crisis Group, une organisation indépendante qui fournit des analyses d'experts pour aider à prévenir et à résoudre les conflits mortiers. Et aussi, on va accueillir avec nous Aïcha Dabo, et coordinatrice des programmes à Africtivist, un réseau panafricain qui utilise les civic tech au service de la démocratie en Afrique. Et aussi, Jessica, on va aussi recevoir Jessica Rakoto Harrison, est une spécialiste de l'éducation et du développement social à Youth Engagement Madagascar, une organisation de la société civile engagée à promouvoir le pouvoir des jeunes comme moteur de changement positif dans leur communauté et au-delà. Et bien sûr, on va aussi accueillir Valentin Stel, et
coordinateur général de SOS Racisme en France, une organisation de la société civile qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations ethno-raciales en France. Donc, merci beaucoup, nos chers panélistes, de nous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce panel et ce webinaire avec nos membres. Et bien sûr, il est très important que je mentionne que nos panélistes et leur organisation, ils ont contribué par leur analyse et leur pratique à éclaircir les dynamiques décrites dans le rapport. Donc, je vais commencer par tout ce qui est conflit, instabilité et gouvernance comme premier axe de ce webinaire. Et donc, dans votre contexte, euh, tout d'abord, comment on va gérer la discussion? Tout d'abord, on a 40 minutes pour discuter les différents axes, des différents aspects de ce sujet-là. Et puis, on va ouvrir la discussion on va donner l'opportunité pour nos membres pour poser des questions pour nos panélistes et bien sûr enrichir la conversation aussi. Donc, je vous invite, notre audience, vraiment à fortement à réagir dans le chat, à écrire vos questions, vos pensées, vos idées. Voilà, donc je vais commencer premièrement par poser une question générale pour chacun de vous. Et puis, et puis, avec la discussion, on va aller plus profond. Donc, dans votre contexte aujourd'hui, euh, donc, euh, quel est aujourd'hui le principal facteur d'instabilité politique et sociale et comment elle affecte concrètement la société civile? Donc, on va vraiment discuter cette question d'une manière qui est large et on va vraiment découvrir cette idée d'après votre contexte. Donc, je vais commencer par vous, Fulbert. Donc, ma première question pour vous, c'est en Afrique centrale, les conflits persistants et les convictions du pouvoir redissant profondément le paysage politique. Comment cela transforme-t-il le rôle, les stratégies et les marges d'action de la société civile? Donc, à vous la parole, Fulbert. Merci beaucoup. Je voudrais m'assurer que vous me recevez. C'est le cas? Oui. Super. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, le déficit d'alternance politique constitue effectivement l'une des caractéristiques structurantes de la vie politique en Afrique centrale. Et dans plusieurs pays de la sous-région, et notamment le Tchad et la Centrafrique que je suis, les transitions politiques ou les réformes constitutionnelles ont souvent abouti à la consolidation de pouvoir en place plutôt qu'à une véritable ouverture du jeu politique. Donc, au Tchad, par exemple, la transition que le pays avait engagée après la mort du président Idriss Déby en 2021 avait progressivement permis à son fils, Mamad Déby, de réunir les conditions institutionnelles pour son élection et la conciliation de son pouvoir. Séparé en République centrafricaine, le pays, un pays qui se trouve au sud du Tchad, justement, où le président Archange Touadéra a également fait adopter une nouvelle constitution qui supprime la limitation des mandats et ce qui lui a permis de se présenter et d'attendre un nouveau mandat à l'issue d'une élection qui avait eu lieu en décembre dernier. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, la société civile évolue, voilà, dans un contexte qu'il faut souligner, qui est marqué par une concertation du pouvoir et un rétrécissement de l'espace démocratique et elle ne se contente pas véritablement d'être un acteur de plaidoyer ou de participation. Elle devient aussi un espace alternatif d'expression politique pour des populations qui disposent de moins en moins de canaux institutionnels pour exprimer leurs revendications. Et donc, beaucoup privilégient aujourd'hui des formes d'action un peu plus prudentes, parfois indirectes, comme du travail communautaire, la médiation locale, la production d'expertise pour la mobilisation autour de questions sociales concrètes comme l'accès aux services publics. Et donc, dans les contextes de conflit, ces organisations jouent également un rôle essentiel de médiation et de prévention des violences, c'est le cas notamment en Centrafrique. Le pays se remet de 10 années d'une crise sociopolitique, voilà, qui a fait que les signes d'héritage d'engagement de la société civile. Enfin, je voudrais signaler que les marges de manœuvre sont de plus en plus étroites. Les contraintes juridiques, les pressions politiques ou la dépendance financière ou la réalité des financements dans le contexte actuel limite parfois ils tendent de plus en plus à limiter leurs économies, mais ce sont ces mêmes contextes qui poussent aussi la société civile à innover, à diversifier ses modes d'action et à investir de nouveaux espaces, notamment numériques et communautaires. Voilà.
Merci beaucoup, Fulbert. Et maintenant, de l'Afrique centrale, on va vraiment aller à l'Afrique de l'Ouest pour découvrir le contexte aussi. Et donc, ma question pour vous, Madame Aïcha, en Afrique de l'Ouest, les transitions politiques et les tensions électorales ont fragilisé les institutions. Donc, comment les organisations citoyennes, la société civile, ils ont continué à promouvoir la participation démocratique lorsque la confiance constitutionnelle est affaiblie? Merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre à ça, j'aimerais un peu revenir à ce que Samuel a dit lors de la présentation. Il a dit que on fait face à des pouvoirs sans contrôle, l'exclusion systémique, ce qui mène à la prolifération de conflits non résolus. Et ça, en fait, ça campe les débats, en fait, ça donne l'état des lieux hein, dans tous les pays. Et ce qui me ramène à trois choses. C'est que l'instabilité actuellement n'est pas nécessairement économique ou sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Elle est aussi une crise de confiance entre les citoyens, les institutions et les processus démocratiques ou politiques. Donc, pour revenir à votre question plus spécifiquement, euh, ce problème de confiance hein, d'un pays en un autre, parce qu'on ne peut pas juste dire que c'est la même chose partout, ça change. Et le rôle de la société civile dans ce contexte-là est primordial, parce qu'elle est obligée d'innover. Donc, même si elle doit documenter, elle doit trouver des stratégies nouvelles pour pouvoir continuer à faire son travail, face aussi à des problèmes de ressources hein, et des marges d'action de plus en plus réduites, et en même temps maintenir l'espace civique. Donc, elle est dans une position un peu paradoxale, ce qui mène à avoir, comme je l'ai dit, des initiatives un peu plus innovantes et surtout l'utilisation des civic tech, ce qui permet d'élargir l'accès à l'information, de suivre les processus, hein, les différents processus dans un contexte démocratique ou semi-démocratique et de maintenir les formes de participation et d'engagement. Donc, nous l'avons vu hein, dans d'autres pays, il y a les manifestations des générations Z, mais aussi il y a 2 ans ou 3 ans en avant, pour ce qui est du Sénégal, avec l'utilisation des technologies avant le changement. Donc, même si les institutions sont contestées ou fragilisées, il faut continuer à préserver l'espace de transparence et d'information, parce que c'est souvent là que se construit la résilience démocratique et c'est là que la société civile joue vraiment son rôle capital. Donc, pour finir, en fait, dans un contexte de problème de confiance institutionnelle, ça, c'est pour toute la région, à des degrés différents. Il y a vraiment un problème de confiance. Il reste vraiment la possibilité d'élargir la participation citoyenne et l'engagement citoyen, d'où le travail que notre réseau Africtivist fait et d'autres réseaux aussi font dans la région. Et ainsi pour essayer de reconstruire les espaces de participation. C'est vrai qu'il faut reconnaître que la pénétration Internet reste un problème, mais les radios communautaires dans les différents pays servent aussi de relais. Ils ont toujours été là, ils continuent à être là. Et aussi les groupes WhatsApp, il ne faut pas les oublier pour vraiment faire face à ce problème-là et continuer en fait l'éducation civique, l'éducation numérique et l'éducation aux médias, parce que c'est trois soucis en termes d'information, de civisme et tout reste des problèmes fondamentaux, surtout dans le Sahel central avec les campagnes de propagande et de désinformation que nous avons, ce qui fait qu'on est dans un cycle continuel avec plusieurs fronts, en fait, intervention à avoir pour essayer, autant bien que mal, dans un contexte très difficile, de pouvoir continuer à appuyer la société. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Merci beaucoup. Et dans le même contexte de crise de confiance envers les institutions, je vais poser ma prochaine question à Jessica. Amada est souvent perçue comme fragile ou peu réactive. Donc, ma question ici, c'est comment cela influence-t-il l'engagement des jeunes? Est-ce que cela est un facteur de découragement ou bien au contraire, c'est un facteur de mobilisation? Donc, à vous la parole. Euh, oui, j'espère que vous me recevez. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Kenza, pour la question.
Pour répondre simplement, à Madagascar, la fragilité institutionnelle crée d'abord une perception de distance. Les jeunes ont le sentiment que les décideurs sont très très loin de leurs préoccupations concrètes, à savoir l'emploi, l'éducation, ainsi que le délestage. Alors naturellement, cela engendre en fait un déficit de confiance dans les mécanismes politiques classiques et un certain désintérêt pour la politique partisane traditionnelle. Mais voici ce qui est intéressant, cette défiance ne conduit pas à l'apathie. Au contraire, elle provoque en fait une reconfiguration de l'engagement. Les jeunes se tournent vers ce qu'ils peuvent maîtriser, des initiatives communautaires par exemple, locales, pragmatiques. Je pense aux projets environnementaux, à l'entrepreneuriat social, à l'éducation civique par les pairs. Et ce que nous observons, c'est une véritable transition. On passe d'une citoyenneté centrée sur les institutions, souvent décevantes, à une citoyenneté centrée sur l'action, concrète, visible et utile. Et cela ouvre en fait à une question stratégique majeure. Comment faire le pont entre ces dynamiques locales innovantes et les institutions nationales et comment reconnecter ces deux mondes pour construire ensemble une gouvernance vraiment inclusive. C'est, je pense, le défi de notre génération. Voilà. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir vraiment expliqué ça. Et maintenant, de Madagascar, on va aller en France. Et ma question, c'est pour vous, Valentin. Donc, en France, les tensions sociales et identitaires, alimentant vraiment une forte polarisation. Comment cela vraiment pèse-t-il le travail des organisations qui luttent contre le racisme et les discriminations en France? Merci Kenza. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est quelque chose qui revient dans votre rapport, hein, que ce soit sur l'année de 2025-2026. On connaît en France une période de crise démocratique assez inédite dans les dernières décennies, et notamment là sur la dernière année 2025, une instabilité parlementaire qui a été particulièrement frappante. Et donc cela participe, mais c'est un processus continu depuis plusieurs années, d'une perte de confiance dans les mécanismes politiques classiques, dans les institutions, et donc quelque chose qui est assez érodé. Face à cela, les défis auxquels nous sommes confrontés, et là c'est la problématique des tensions identitaires, avec des guillemets, hein. C'est que nous sommes sous une pression de l'extrême droite qui est aidée, qui est abreuvée en ressources financières, médiatiques, par des milliardaires réactionnaires. Alors en France, nous avons Vincent Bolloré, que certaines et certains de nos camarades du continent africain connaissent malheureusement, qui finance toute une série de médias, notamment CNews, les médias européens, le journal du dimanche, qui ont longtemps été des médias respectables, d'une presse traditionnelle avec une éthique, et qui aujourd'hui, face à des inégalités qui vont toujours croissantes, hein, depuis maintenant un certain nombre d'années, poussent des logiques de bouc émissaire pour empêcher la solidarité et le questionnement de la répartition des richesses dans notre pays, pour au contraire expliquer que tout cela est de la faute des personnes immigrées, des personnes musulmanes, et cela, toute génération confondue. Il y a une stigmatisation des personnes migrantes récemment arrivées, tout comme il y a une stigmatisation et une mise en doute de l'appartenance à la société française de personnes qui sont issues de familles arrivées en France il y a même plusieurs générations. Alors, nous, ça nous pose évidemment une série de challenges et d'urgences, mais face aussi à cette irresponsabilité, hein, d'une partie de la classe politique, ça pose surtout la question de notre indépendance, de notre autonomie financière en tant qu'organisation, parce qu'on voit une baisse de nos financements, comme si la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations ethno-raciales n'était finalement pas une affaire de droits fondamentaux, mais une affaire d'opinion, comme si nous étions pas une association de droits humains, mais une association partisane,
Comme il y a les partisans du racisme, il y a les partisans de l'antiracisme. Donc, nous nous battons. Les nouvelles générations sont beaucoup plus tolérantes que les générations précédentes et innovent dans leur mode de mobilisation. Mais il y a du travail, tant il y a des trahisons aussi, avec un affaiblissement de l'antiracisme, que ce soit dans ses ressources comme dans les discours, avec des principes tels que l'universalisme ou la laïcité qui sont dévoyés par une partie des élites depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Valentin, d- d'expliquer ça de cette façon qui est très claire. Merci beaucoup. Et maintenant, on a vraiment discuté tout ce qui est contexte, tout ce qui est crise de confiance et crise institutionnelle dans différents contextes, comme j'ai dit, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, de Madagascar en France. Donc, c'est un contexte qui est assez commun. Et puisqu'on est ici, on présente la société civile, donc j'aimerais bien maintenant qu'on met davantage l'accent sur les dynamiques d'engagement et les nouveaux répertoires d'action. Et notamment, je vais commencer ma première question avec Aïcha. Donc, Aïcha, les Civic Tech étaient présentés comme un levier démocratique important dans ce contexte-là. Dans la pratique, qui sont les outils, les stratégies numériques qui ont réellement permis d'éclairer, d'élargir ou de protéger la participation citoyenne? Vous pouvez Euh, m'entendre? Parfait. oui, merci Kenda. Tout d'abord, j'aimerais clarifier une chose. Et pour être honnête, la technologie en elle seule ne démocratise rien. Ça, on est tous d'accord. Euh, Tout à l'heure, Samuel et le rapport a indiqué que nous vivons un moment assez particulier avec l'utilisation de l'IA, les innovations sans redevabilité. Euh, il avait donné l'exemple de l'utilisation de l'IA pour cibler les femmes dans le harcèlement. Donc, il y a aussi l'utilisation de l'IA pour la désinformation, surtout quand il s'agit de questions de gouvernance ou électorale dans les pays. Il y a la surveillance et autres, tandis que la régulation est en retard, hein. Pour ce qui est des outils qui fonctionnent vraiment, que ce soit nous, Africtivistes, ou d'autres ont expérimenté, ce sont la technologie lorsqu'elle combine accompagnement humain et ancrage local. Parce que ça, c'est vraiment important. Pour qu'un outil puisse être vraiment efficace en termes de civic tech, ces trois sont vraiment importants. Donc, pour nous Africtivistes, on le voit sur plusieurs approches. On a, par exemple, Farafina, c'est une plateforme qui centralise les données électorales de tous les pays africains. Ça analyse, ça fait ressortir les défis électoraux, donc c'est accessible, c'est ouvert à tout, pour rendre l'information plus accessible. Parce que lorsqu'on collectait les données, on s'est rendu compte de la difficulté d'avoir les informations officielles des différents pays africains. Mais heureusement, on a pu le faire. L'autre approche, en fait, c'est de décentraliser la création d'outils numériques. Ici, c'est l'aspect local qui revient, humain et local. Donc, on a un fonds qui finance 12 projets dans 14 pays africains qui développent des outils civic tech pour des contextes locaux et des élections ou en relation avec des élections. Et on a un programme élection et d'autres programmes en fait qui renforcent la participation et l'engagement citoyen. On a des labs dans 7 pays actuellement, dont le Madagascar, avec des jeunes qui utilisent le numérique pour renforcer la participation et l'engagement citoyen. C'est vraiment au niveau local. Donc, il y a d'autres modèles comme USAID qui est souvent utilisé depuis 2007 pour mettre en valeur le crowdsourcing, le signalement des abus, la visualisation et tout. Donc, les civités le plus utilisés concrètement, c'est les outils de remontée d'alerte, des tableaux de bord, la cartographie d'initiative, les vérifications, surtout la vérification des faits pour l'Afrique de l'Ouest. Les dispositifs de formation aussi sont utilisés parce que les gens sont de plus en plus enclins à vouloir savoir comment détecter une image modifiée, comment détecter un fake news, etc. Donc, la participation citoyenne est en partie protégée par les civic tech et lorsqu'elle donne aux citoyens vraiment une plateforme, mais aussi une capacité d'agir.
parce que c'est un outil. Hein. Donc, un bon outil Civic Tech ne remplace pas la confiance, malheureusement. Il aide à reconstruire cette confiance-là, la confiance entre les citoyens et les institutions, à travers la transparence et l'usage collectif. Donc, c'est vraiment ça qui est très important, mais ça rend, je ne vais pas occulter le fait que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir avoir de bons outils Civic Tech parce que l'aspect participation citoyenne devient un problème avec un rétrécissement continu de l'espace civique, non seulement sur le terrain, dans le monde réel, mais de plus en plus dans l'espace numérique, surtout Internet, avec des lois qui sont passées par les États pour essayer de limiter, de museler les citoyens et contrôler l'information. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup, Aïcha. Et comme tu as dit, vraiment, avec la technologie, on a quand même de nouvelles formes d'engagement. Et, c'est la raison pour laquelle je vais poser la question à Jessica. Comment les jeunes à Madagascar s'organisent-ils aujourd'hui? Quelles formes d'engagement en ligne ou hors ligne semblant les plus efficaces dans votre contexte, bien sûr? D'accord. J'espère que vous me recevez. Alors, voici comment la Gen Z de Madagascar s'organise aujourd'hui. C'est que les jeunes ont fait le choix en fait de ne pas reproduire les modèles centralisés qu'ils critiquent. Concrètement, on observe une organisation hybride et décentralisée, à savoir un groupe de discussion sur Discord pour la coordination stratégique au niveau national et des groupes WhatsApp dans chaque région, province pour les décisions locales. Pourquoi? Pour que le pouvoir en fait ne soit pas concentré dans la capitale qui est Antananarive et aussi pour que les réalités de chaque territoire soient prises en compte et enfin pour que la prise de décision reste proche du terrain. C'est une façon pour cette génération en fait d'expérimenter en interne la démocratie horizontale qu'elle aimerait voir à l'échelle nationale. Ce mode d'organisation hybride que je viens de décrire avec Discord au niveau national et WhatsApp au niveau provincial, c'est exactement ce que le rapport appelle une approche décentralisée qui permet au leadership collectif. Cependant, c'est important de le souligner, cette effervescence citoyenne ne doit pas masquer une réalité. Donc, la Gen Z malgache actuellement reste profondément insatisfaite des processus de refondation institutionnelle en cours. Donc, le message qui émerge de cette génération est clair. Les jeunes malgaches ne veulent pas être simplement pour la forme, inviter à la table pour faire de la figuration. En fait, ils veulent co-construire, ils veulent être associés aux décisions, pas seulement informés après coup. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. Alors, je passe à Fulbert. Fulbert, dans les contextes marqués par l'instabilité ou la violence, ces innovations citoyennes pouvant-ils vraiment influencer durablement le gouvernement ou restent-ils limités par le contexte politique? Alors, merci beaucoup. Donc, pour le cas des pays comme le Tchad et la République centrafricaine que je suis, donc, il faut souligner déjà que l'accès à ces espaces numériques-là, aux nouvelles technologies d'information, reste quand même une réalité assez embryonnaire pour des raisons à la fois politiques, mais aussi d'infrastructure, voilà. Mais au-delà de tout ceci, on tend quand même à observer que lorsque on assiste à une certaine fermeture du débat ou bien de l'espace politique traditionnel, on voit émerger effectivement les réseaux sociaux et les technologies numériques comme des nouveaux espaces d'expression et de mobilisation pour la société civile. Et donc, au, au Tchad, par exemple, on a vu comment les réseaux sociaux ont récemment joué un rôle important dans la contestation du projet de code pastoral que le gouvernement avait récemment porté. Alors, nous sommes dans un pays où l'élevage est le second pilier de l'économie nationale, mais où aussi les sensibilités ou bien les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont de plus en plus très, très sensibles. Voilà. Donc, le texte avait été perçu comme très, très déséquilibré. Et on a vu comment les plateformes numériques ont permis de structurer effectivement le débat public, de diffuser des analyses, de mobiliser une partie de l'opinion et de pousser justement le gouvernement tchadien à réagir plutôt que comme on a l'habitude de le voir. Voilà. En République centrafricaine, on a vu pareil lorsque la principale plateforme de l'opposition de la société civile
Le groupe de travail de la société civile a récemment initié un dispositif numérique de suivi citoyen des élections. Donc, en partant du constat que les contestations post-électorales ont souvent été parmi les principales causes des crises que le pays avait subies depuis les dernières années. Et donc, l'utilisation des outils numériques a ainsi permis de renforcer, ou d'une certaine manière, visé à renforcer la transparence et la confiance dans l'espace électoral. Donc, voici des exemples concrets que je peux rapporter du terrain. Alors, c'est vrai que ces innovations ne transforment pas immédiatement les équilibres politiques, hein, il faut le signer, mais elles contribuent à modifier les pratiques de gouvernance, voilà, en permettant une certaine circulation plus rapide de l'information, en échappant aussi aux dynamiques de répression que l'on voit dans l'espace public ou public, et en favorisant une forme de surveillance civile aussi, ou bien une surveillance citoyenne de l'action publique, mais aussi au fond, la réalité de ces nouvelles technologies est aussi limitée à la fois par le contexte politique, mais aussi par le contexte technologique que je viens de souligner plus haut. Merci. Merci Fulbert, merci beaucoup. Pour vous, Valentin, vraiment, vraiment, les espaces numériques pouvant être like, un espace pour la mobilisation et pour peut-être une alternative pour plaidoyer, mais aussi les espaces numériques sont aussi des lieux de diffusion du discours de haine. Donc, comment concilier la mobilisation en ligne et la lutte contre donc, tout ce qui est désinformation et stigmatisation? Euh, oui, alors c'est un gros enjeu, hein, les espaces numériques et les réseaux sociaux pour nous à SOS Racisme, d'autant que voilà, de ce que je posais comme constat par rapport aux crises actuelles et la tentation de désigner des personnes comme bouc émissaires, la contre-offensive culturelle, hein, dans les esprits de l'extrême droite ces dernières années s'est faite beaucoup par un usage quasi militaire des réseaux sociaux pour imposer un certain nombre de grilles de lecture dans la société. Euh, on a en France, depuis de nombreuses années, hein, 10, 15 ans, l'émergence de quelque chose que qu'on appelle la fachosphère, qui est une galaxie d'influenceurs, d'influenceuses qui prennent chacun leur part de marché. Et il y a ceux qui vont être dans la théorie, il y a ceux qui vont être des coachs sportifs, ceux qui vont être des coachs en séduction, et qui vont comme ça servir de porte d'entrée et de recrutement pour des jeunes qui, du fait de cette crise démocratique en France, souffrent d'un manque de projets collectifs, de projets d'avenir, et donc qui peuvent tomber dans des théories du complot ou bien dans des logiques un petit peu de secte autour du développement personnel et de choses comme ça, mais qui sont des portes d'entrée vers des visions racialisantes, virilistes, sexistes du monde. Donc c'est un essor important qu'a pris la fachosphère en France ces dernières années et qui se traduit dans le débat public par une polarisation vraiment exacerbée. Lorsque l'on a des faits de violence policière, des jeunes hommes d'origine maghrébine, subsaharienne, qui sont tués par la police avec une circonstance de racisme manifeste, de suite les débats vont se cliver à un point caricatural, sinon ça va se résumer à soit vous êtes pour la France, soit vous êtes contre la France. Et ça, les réseaux sociaux et l'activisme en ligne de l'extrême droite jouent pour beaucoup dans cette torsion du débat public qui fait qu'on a du mal à discuter de nos sujets. Nous, à SOS Racisme, les réseaux sociaux et les espaces numériques nous sont quand même assez indispensables. Nous avons une quarantaine d'antennes locales dans plusieurs villes en France métropolitaine et à La Réunion également, qui communiquent beaucoup sur leurs réseaux sociaux pour lancer l'alerte par rapport à des affaires de racisme, qu'elles soient locales, nationales. On a en 2025 un retour des crimes racistes que l'on croyait disparus en France depuis plusieurs décennies, avec les meurtres de Jamel Benjamala, même si c'était en 2024, mais également de Aboubacar Cissé, de Hichem Miraoui, qui sont des passages à l'acte
en fait, une mise en acte de ces discours haineux, anti-immigrés, anti-musulmans qui sont propagés dans les médias. Et les réseaux sociaux sont un outil précieux pour mobiliser la société et créer de l'indignation. Et enfin, contre la lutte contre les discours haineux sur Internet, nous avons tout un aspect plaidoyer. Nous travaillons avec divers partenaires pour interpeller les autorités, interpeller également au niveau européen pour la mise en place du Digital Service Act, pour mieux réprimer les discours haineux sur Internet. Et également, ben, nous déposons des plaintes. Nous avons déposé des plaintes contre Twitter il y a quelques années pour absence de modération de discours haineux, et encore cette année par rapport à son IA Grok, qui tenait des propos négationnistes en disant que les chambres à gaz et Auschwitz n'avaient peut-être pas existé. Donc on avance sur plusieurs leviers, mais en tout cas c'est une bataille féroce. Merci beaucoup, Valentin, d'avoir expliqué tout ça brièvement. Merci beaucoup. Donc maintenant, vraiment, j'aimerais bien qu'on discute tout ce qui est discrimination et protection de l'espace civil. C'est la raison pour laquelle je vais poser ma question à Jessica. Les jeunes engagés sont-ils confrontés à des formes spécifiques de stigmatisation ou d'oppression et comment font face-t-ils à ces stigmatisations ou oppressions? D'accord, la réponse courte est oui. Les pressions sont réelles et multiformes. D'abord, il y a la pression sociale. Dans un pays où la précarité est forte, s'engager bénévolement peut être mal compris par l'entourage. Donc, on pose souvent la question, pourquoi perds-tu ton temps ou on t'a payé pour faire ça? Ensuite, il y a la stigmatisation. Donc, à Madagascar, les jeunes militants sont parfois soupçonnés d'être manipulés par des partis politiques. Et enfin, il y a l'exposition au cyberharcèlement qui augmente en fait avec la visibilité en ligne. Et ce qui rend la situation difficile, en fait, c'est que ces jeunes sont souvent très, très vulnérables car ils manquent d'accès à deux choses essentielles. D'abord, l'accompagnement juridique quand ils sont attaqués et une protection institutionnelle quand ils sont menacés. Alors, comment font-ils face de stratégies montrent en fait leur efficacité sur le terrain. D'abord, la mise en réseau, se regrouper pour ne pas rester isolés face aux pressions. Et deuxièmement, le renforcement en sécurité numérique. Donc, ils apprennent à se protéger en ligne, à documenter en fait les attaques. Mais le message que je veux porter ici est plus large. En fait, la protection de l'espace civique ne peut pas rester uniquement sur les épaules des jeunes. C'est une responsabilité collective qui doit impliquer tout le monde. Tout d'abord, la société civile, les institutions politiques qui ont un devoir en fait de protection et les partenaires internationaux qui ont un rôle à jouer pour soutenir ces dynamiques. Alors ici, la résilience individuelle ne suffit pas. C'est une protection systémique qu'il nous faut, qu'il nous faut en fait pour construire ensemble. Et je suis heureuse en fait de voir que le rapport le reconnaît. Il cite Madagascar en fait comme exemple où la répression, au lieu d'éteindre le mouvement, l'a parfois intensifié. Donc c'est une réalité complexe. Les pressions existent, mais elles n'atteignent pas toujours leur objectif. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Et je passe directement à Aïcha avec ma prochaine question. Les militants numériques sont parfois ciblés, harcelés ou criminalisés. Quelles mesures de protection ou de solidarité la société civile peut mettre en place, d'après Euh, votre expérience? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais des lois qui sont passées pour restreindre l'espace civique, la liberté d'expression et d'opinion. Il y a aussi des lois qui sont passées pour restreindre ou limiter en fait le champ en fait, le travail des ONG, les médias, limiter les manifestations et aussi euh, jusqu'à un certain niveau la solidarité. Donc, ce dont je vais parler, ça existe déjà à une échelle des fois un peu limitée, mais qu'il faudra faire plus. Donc, là, la protection en fait des acteurs du numérique, hein, elle ne peut plus être pensée à l'échelle uniquement individuelle. Elle doit être collective et systémique parce que
c'est la situation qui la demande. Pour commencer, en fait, il faut intégrer la sécurité numérique et y compris le harcèlement en ligne dans tout ce que nous faisons, que ce soit les organisations, aussi les individus, que ce soit des acteurs indépendants, entre guillemets, c'est des militants qui ne sont liés à aucun groupe, mouvement ou organisation. Et souvent, et nous on fait de l'audit numérique, on se rend compte souvent qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est vraiment le premier point. L'intégrer complètement dans le travail quotidien. Ce n'est pas seulement protéger les données, mais aussi comment utiliser les outils et comment se protéger. Deuxièmement, il faut des réseaux de solidarité. Il en faut plus. Il n'en a jamais assez. Capable d'alerter, de documenter et de relayer rapidement lorsqu'il y a un souci avec un défenseur, une défenseuse ou bien une organisation fait face à des menaces. Troisièmement, il faut protéger l'intégrité de l'information. Ce n'est pas parce qu'on est acteur défenseur des droits humains qu'on, par passion, on peut déborder tout le temps. Donc, il faut continuer à être assez responsable dans nos prises de position et aussi dans notre travail et notre façon de faire. Donc, il y a Affectivisa fait beaucoup de choses parce que nous, en fait, on est une organisation qui est majoritairement en ligne. Donc, nous faisons beaucoup de choses en termes de sécurité numérique et aussi beaucoup de plaidoyer sur les droits numériques. En termes de sécurité numérique, nous avons 3 programmes qu'on a commencé depuis 2017. Il y a Afrique Média Cybersécurité, il y a Open Classroom qui est accessible, c'est des cours en ligne en cybersécurité qui sont disponibles en ligne. Et aussi, il y a un outil de lutte contre le harcèlement avec un quiz sur différents niveaux que tout le monde peut utiliser à partir de l'âge de 10 ans pour pouvoir en fait savoir face à un scénario qu'est-ce qu'il faudra faire. Et prochainement, nous allons publier une boîte à outils qui sera accessible à tout le monde pour pouvoir renforcer davantage ce qui est fait. Et il y a un point en fait essentiel, c'est que la protection, ça passe aussi par des normes partagées de rigueur et d'impartialité. Et ici, Africa Check, qui est une organisation de fact-checking africaine, dont un des bureaux est à Dakar, insiste sur le fait que la transparence, l'exactitude et l'impartialité sont essentielles pour préserver la crédibilité de l'espace civique. Donc, je reviens encore sur cette crédibilité-là. On est souvent ou bien des fois porté par les émotions à cause des injustices. Mais il faut aussi, à un moment donné, essayer de garder sa crédibilité, que ça soit en ligne ou hors ligne, en étant très responsable, pour faire simple. Merci beaucoup, Aïcha. Et je reviens vers vous, Valentin. Face à la normalisation des discours de haine, et aussi des discours racistes et des discriminations, quelles stratégies ont été les plus efficaces pour maintenir un débat public centré sur les droits et l'égalité? Alors, ça va dépendre des sujets. Par exemple, en 2025, l'année a quand même été marquée par une surenchère de répression et qui est soulignée au niveau mondial dans le rapport, hein, sur l'inhumanité du traitement fait aux personnes migrantes, notamment avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui n'est aujourd'hui plus ministre, qui a vraiment mené une politique d'une dureté et d'une inhumanité qui a créé quand même un sentiment d'impuissance un petit peu dans les organisations antiracistes. Mais par rapport au discours dans le reste du débat public, alors nous déposons plainte lorsqu'il y a des propos qui sont condamnables par la loi, qui incitent à la haine, à la discrimination, qui sont injurieux, qui sont diffamatoires. Nous avons la compétence juridique pour pouvoir nous constituer partie civile aux côtés des victimes, et notamment encore récemment des choses qui visaient la chanteuse Aya Nakamura, en mettant en doute son appartenance à la communauté nationale. Donc on cherche à judiciariser et à médiatiser des cas qui peuvent être emblématiques et susciter de la solidarité dans le pays, mais sans non plus trop nous disperser, parce que c'était une stratégie assumée de l'extrême droite. Et c'est Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, qui disait il faut les noyer. Il faut les noyer, il faut qu'il y ait 20 polémiques par jour et qu'ils ne sachent plus où donner de la tête. Donc il faut prendre uniquement les cas qui sont emblématiques et les porter pour faire réagir l'opinion, mais ne pas trop se disperser.
Et nous, notre stratégie à SOS Racisme, c'est de demeurer très offensif sur des questions de demande d'égalité, notamment en matière de discrimination ethno-raciale. Et nous produisons des enquêtes par testing régulièrement où nos militantes et nos militants dans toute la France vont aller passer des appels téléphoniques en se faisant passer pour des gens qui veulent accéder à un logement. Et on fait des statistiques sur les réponses discriminatoires que l'on a ou pas. Et derrière, on interpelle le pouvoir public. La non-discrimination est encore inscrite dans la loi française. Et donc, pour nous, c'est une porte d'entrée, vraiment l'effectivité des droits pour aller faire réagir et obtenir des avancées plutôt que de se concentrer que sur les discours haineux parce qu'il y en a trop. Merci beaucoup, Valentin. Et je vais finir ce axe-là avec une question à Fulbert. Dans les contextes de conflits en Afrique centrale, la société civile est-il parfois stigmatisée ou assimilée à des acteurs politiques ou sécuritaires? Donc, comment cela affecte-t-il sans l'espace comment cela affecte bien sûr l'espace d'action de la société civile en Afrique centrale? Oui. Alors, cette stigmatisation est de plus en plus visible dans les pays que nous suivons. Et nous avons pu noter que lorsque les organisations de la société civile prenaient position sur des questions sensibles, elles étaient systématiquement accusées par les pouvoirs en place de servir les intérêts de l'opposition, mais même, voire bien plus, de puissances étrangères. Alors, en République centrafricaine, hein, par exemple, on a vu que les manifestations organisées par les organisations de la société civile pour revendiquer de meilleures conditions de vie, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité, ont été refusées, parfois des leaders arrêtés. Alors, le pouvoir public invoque, bien entendu, la raison d'État, le fait que le contexte politique soit sensible, que le pays semble se remettre d'une longue crise militaro-politique. Donc, au-delà de ces arguments politiques, faut noter que tout cela s'inscrit aussi dans un contexte politique fortement polarisé, où la frontière entre politique sociale et opposition tend de plus en plus à être floue. Et on a pu noter aussi que la montée des influences, de nouvelles influences géopolitiques, donc notamment russes, contribue aussi à redéfinir d'une certaine manière voilà, la perception de la société civile. Et donc, les organisations de la société civile qui sont soutenues par les bailleurs occidentaux sont souvent présentées dans le discours public comme des relais d'intérêts extérieurs, notamment occidentaux. On a vu l'année dernière une tentative du gouvernement centrafricain de faire passer à l'Assemblée nationale une loi sur les agents étrangers. Donc, un terme assez polémique, assez sensible qui désigne un peu toutes les organisations qui sont nationalement et recevant des financements extérieurs. Et donc, souvent, en fait, les revendications sociales sont interprétées comme, au plan politique, comme des tentatives de déstabilisation du pouvoir. Et ça place la société civile dans une situation délicate, parce qu'en même temps, elle doit continuer de porter les revendications qui sont une demande sociale de plus en plus importante, de faire face à une pression politique ou voilà, qui laisse très peu de mal de manœuvre. Finalement, ça réduit un peu la visibilité de la société civile dans l'espace public. Et comme je l'ai dit tantôt, on a vu un investissement l'espace numérique pour tenter justement de combler ces limitations-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au contexte que j'ai. Ouais, merci beaucoup, Fulbert. Je vous invite à rester avec moi parce que ma prochaine question, ça va commencer avec vous. Donc, merci beaucoup à nos chers panélistes. On a vraiment discuté le contexte, les formes et aussi comment on peut protéger l'espace civique et public. Et maintenant, on aimerait bien, nous allons de terminer euh, sur tout ce qui est dynamique et résistance et les pistes d'avenir, mais d'avant de rentrer cette discussion-là, j'invite vraiment fortement les organisations présentes avec nous aujourd'hui de poser leurs questions en chat et après qu'on discute le dernier axe, je vais vraiment lire vos questions pour nos panélistes pour qu'ils puissent réagir et donner des réponses à vos questions. Donc, je vous invite fortement à poser vos questions en chat et de réagir avec cette discussion enrichissante. Donc, je reviens vers vous, Fulbert. Voyez-vous émerger au niveau régional en Afrique centrale ou plus largement en Afrique? Donc, qui sont les dynamiques subtiles
qui vise à renforcer la gouvernance démocratique malgré les crises actuelles. Oui, donc, alors, malgré les contraintes politiques ou les crises sécuritaires dont je fais mention tout à l'heure, donc la réalité, nous n'en sommes pas mal à une fatalité. Il y a un certain nombre de dynamiques positives qui émergent dans la sous-région. Et encore pour le cas tchadien et centrafricain que je suis au jour le jour, on observe un renforcement progressif des capacités d'effectifs de la société civile. On voit que de nombreuses organisations ne se limitent plus seulement à la mobilisation militante comme par le passé, mais vraiment elles produisent aussi des analyses, des données et des propositions de politiques publiques qui sont souvent très très riches, parce que ces organisations ont accès à un certain niveau d'information que d'autres n'ont forcément pas. Donc ça contribue à structurer le débat public et à introduire davantage d'éléments factuels dans la discussion politique. Ensuite, on voit aussi des dynamiques locales de médiation et de gouvernance communautaire qui jouent un rôle de plus en plus estimé, surtout dans le contexte centrafricain. Je l'ai dit, le pays sort de 10 années de guerre civile et le travail de réconciliation nationale, de, de, donc, le travail consiste à recoudre un peu le tissu social, le tissu national, et en partie, c'est plus grandement assuré par les organisations de l'État de la société civile, notamment l'Église catholique et un certain nombre d'autres organisations, voilà. Euh, donc, dans le contexte où l'État est souvent absent ou valide, on voit que ce sont les organisations locales qui participent activement à la prévention des conflits pour les filmer. On observe également une nouvelle génération d'acteurs civiques, souvent plus jeunes, qui mobilisent les outils numériques, comme on l'a vu tout à l'heure. Je pense que la présentation de la collègue de Madagascar l'a très bien démontré. Alors, on en est loin d'une génération Z en Afrique centrale, mais on voit quand même des dynamiques émergentes. Et ça, il faut le mettre à l'actif de la vulgarisation de l'accès à Internet qu'on voit de plus en plus dans le pays. Et donc, enfin, je voudrais souligner que malgré les tensions politiques, que certains espaces de dialogue continuent d'exister entre les États et aussi les organisations de la société civile et les acteurs internationaux, notamment autour des questions de gouvernance, de gestion des ressources naturelles et de prévention des conflits de l'espace. Ce sont des dynamiques qui convient également de souligner. Donc, voici ce que je peux dire, mais en gros, si ces dynamiques restent fragiles et parfois inégales selon les pays, elles montrent que même dans des contextes plus prolongés, des formes d'innovation civile continuent d'émerger et qu'elles peuvent effectivement contribuer à renforcer les bases d'une gouvernance voilà. Merci beaucoup, Fulbert. Et je reviens vers vous, Aïcha. Quelle forme d'alliance locale, régionale ou internationale semblant aujourd'hui les plus promoteuses pour soutenir la société civile? Merci Kenza pour cette question. En fait, le rapport indique deux choses en même temps. D'un côté, l'affaiblissement du cadre multilatéral et des mécanismes traditionnels de protection, et d'un autre, la capacité de la société civile à continuer à résister, documenter, mobiliser et proposer des axes pour s'en sortir. Donc, pour moi, les alliances les plus prometteuses sont les alliances à plusieurs niveaux. Ça a été pour nous toujours le cas, mais dans le contexte actuel, surtout en Afrique de l'Ouest, ça l'est encore plus. Euh, les alliances régionales, parce que les restrictions de l'espace civique, la désinformation et les pressions circulent au-delà des frontières. Nous avons des cas pour des pays, des acteurs qui ont dû quitter leur pays, que ce soit le Burkina, le Mali, la Guinée. Et avant le Sénégal, avant le changement de 2024. Donc, nous travaillons vraiment à essayer d'accompagner ces acteurs-là, ces acteurs régionaux qui se retrouvent face à des situations un peu compliquées. Maintenant, il y a les alliances internationales, d'où des acteurs comme Defenders, African Defenders, Article 19, Civicus, et d'autres parmi, je ne peux pas citer tout le monde, qui vraiment jouent un rôle important. Et ces acteurs-là, ces alliances sont utiles lorsqu'elles soutiennent les capacités locales au lieu de parler à leur place. Et ces acteurs-là ne parlent pas, en tout cas de notre expérience, à la place des acteurs locaux, mais essayent de les accompagner et de les soutenir. Donc, il faut vraiment... et aussi, il y a la solidarité au niveau local, j'en ai parlé tout à l'heure. Le besoin vraiment de coordonner et de collaborer au niveau local.
et pour l'avenir, ce qu'il faudra, c'est des coalitions hybrides, c'est-à-dire ancrées localement, solidaires régionalement et appuyées internationalement avec humilité. Donc ça, c'est quelque chose qui marche déjà et qui peut être renforcé. Les coalitions les plus utiles aujourd'hui, en mon sens, sont celles qui combinent soutien international sans substitution pour revenir dessus, parce que ça a été il y a 15 ans, 10 ans, c'était le cas. Et aussi solidarité régionale, je vais insister sur cela, surtout avec ce qui se passe dans le Sahel central. La solidarité régionale essaye tant bien que mal, en fait, de soutenir aussi bien ceux qui sont les acteurs de la société civile qui sont dans ces pays-là ou bien qui sont à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, pour protéger les militants, hein, que ce soit les militants numériques ou bien ceux qui sont sur le terrain, c'est de sécuriser, pas seulement les téléphones, mais aussi de sécuriser l'écosystème, parce que c'est tout un ensemble. Donc, la solidarité n'est plus un supplément dans le contexte africain, si je peux dire actuellement. Elle est devenue une infrastructure de protection parce qu'on a des résultats, des cas concrets qui montrent que la solidarité en fait a permis à protéger des personnes. Donc ça, vraiment, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce point-là, et insister sur le fait, encore une fois, de travailler ensemble, de se compléter comme beaucoup le font déjà, et ne pas être tout le temps dans... Il y a toujours des intérêts convergents, hein, même s'il y a certains intérêts divergents. Donc, on se focalise davantage dans les intérêts convergents pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, Aïcha. Et ma question, c'est pour vous, Jessica. Quelle leçon l'engagement des jeunes à Madagascar peut-il offrir à d'autres contextes confrontés au découragement politique? Alors, si je devais résumer en fait ce que l'expérience malgache peut apporter à d'autres contextes, je dirais la proximité restaure la confiance démocratique. En d'autres termes, quand les institutions sont loin, les jeunes créent du lien là où ils sont, dans leur quartier, dans leur région, leur communauté. Et cette proximité, cette action concrète à hauteur d'homme reconstruit petit à petit une confiance que le politique a abîmée. Deuxième leçon, l'engagement ne se limite pas aux élections. À Madagascar, nous voyons que l'engagement citoyen dépasse très largement des cycles électoraux. Il s'inscrit dans la durée, dans l'éducation civique, par exemple, dans le volontariat, dans l'innovation sociale. Donc, c'est une citoyenneté qui s'exerce tous les jours, pas seulement le jour du vote. Et troisième leçon, et c'est peut-être la plus importante, investir dans la jeunesse. C'est investir dans la résilience démocratique. Ce n'est pas une dépense, ce n'est pas une faveur, c'est un investissement stratégique pour l'avenir des sociétés. Et je termine avec cette conviction. Les contextes fragiles comme Madagascar ne sont pas condamnés à l'instabilité. Ils peuvent devenir de véritables laboratoires d'innovation démocratique, à condition bien sûr que l'énergie des jeunes soit reconnue, écoutée et surtout intégrée dans les processus de décision. Parce que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir d'un pays, ils sont déjà son présent. Le rapport le dit très bien, les contextes fragiles peuvent être des laboratoires d'innovation. À Madagascar, les coupures d'eau et d'électricité ont été des déclencheurs et la mobilisation a conduit à des changements politiques concrets. C'est la preuve en fait que l'énergie des jeunes, quand elle est reconnue, peut vraiment transformer la gouvernance. Voilà. Merci beaucoup, Jessica, pour ces leçons-là. Et maintenant, je vais finir avec une question pour Valentin. Comment l'expérience de mobilisation contre le racisme en France peut-il contribuer à renforcer la résilience démocratique dans d'autres contextes? Merci Kenza. Là, le tableau globalement est quand même assez inquiétant. C'est ce qui ressort du rapport et également de Cédicus. Mais il y a heureusement des leviers, des points d'appui hein, pour organiser la résistance, et notamment autour des nouvelles générations. Euh, En France, il y a une identité qui est avant tout une identité française qui est avant tout une identité politique qui est héritée de la Révolution française et l'égalité.
est placé au centre de la devise française, liberté, égalité, fraternité. Donc il y a quelque chose en fait qui ne demande qu'à être saisi par les nouvelles générations. La voix française est moins audible à l'international ces dernières années qu'elle l'avait été historiquement. Notamment, on se souvient de Jacques Chirac sur le sort des Palestiniens, on se souvient du refus de la guerre en Irak. Mais il y a quand même une tradition française de soutien aux droits de l'homme et aux opprimés, à celles et ceux qui luttent de par le monde pour réenchanter quelque chose voilà, d'une conception des droits qui sont universels pour chacune, chacun, et donc d'être une terre d'asile également pour les personnes qui fuient les persécutions. Alors, c'est quelque chose que l'on essaie de réenchanter dans l'esprit des personnes face à une identité fermée, rabougrie qui est portée par l'extrême droite. Et pour cela, ben, il y a des points d'appui. Il y a la société civile, évidemment, qui prend ses responsabilités ces dernières années dans des fronts larges, unitaires. On l'a vu pendant les législatives anticipées de 2024, où en fait ce sont les organisations de la société civile qui ont manifesté devant le siège des partis politiques de gauche pour les forcer à faire une alliance en 3 jours pour constituer un front large contre l'extrême droite. Ils ont été décevants par la suite, mais ce front large est toujours là. Euh, on l'a vu l'an dernier à SOS Racisme, et c'est là où nous avions fait la connaissance de Civicus, nous avions pu échanger, nous organisions une grande mobilisation pour la défense de l'état de droit, parce que Marine Le Pen n'acceptait pas le verdict de son procès, et toute une série de responsables politiques ou d'irresponsables politiques disaient que c'était un jugement politique et qui remettait en cause la décision de justice. Les organisations de la société civile ont fait un front large et ont été au rendez-vous. Et enfin, bah, ces nouvelles générations, ça a été évoqué par certains nombres d'autres panélistes qui sont plus tolérantes, qui sont plus ouvertes sur le monde et qui sont aussi plus exigeantes. Donc, comment les organisations de la société civile peuvent offrir un cadre d'engagement pour redévelopper des solidarités et une identité dans la résistance. Et c'est ce que l'on a vu un petit peu en 2024, qui se poursuit en 2025 et qui est source d'espoir pour l'avenir. Et connecté via les réseaux sociaux, je veux dire que une partie de la jeunesse, de cette jeunesse de 2025-2026 qui est tolérante, est très inspirée par ce qui se passe à Madagascar, ce qui se passe au Maroc, au Népal, mais également en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est une génération qui aime le challenge. Et si cette identité française est axée autour de l'égalité de toutes et tous et des droits de l'homme qui sont universels, je dirais que cette génération, et c'est une citation de Jean Jaurès qui répondait aux conservateurs au début du XXe siècle, disait du flambeau des anciens, vous avez gardé la cendre, nous avons gardé la flamme. Et il y a vraiment une génération qui arrive et qui est source d'espoir pour se mobiliser et avoir une exigence d'égalité qui soit victorieuse. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Jessica. Merci, Aïcha Fulbert, pour votre intervention qui ont été très, très enrichissantes. Et j'étais ravie, moi, pour modérer ce panel-là. Et donc, on va directement passer à la discussion des questions de nos organisations membres et nos participants. Donc, j'ai quelques questions là. Je vais commencer par vous, Fulbert. Donc, il y a une question qui est spécifiquement pour vous. Euh, la question est la suivante. Donne-moi une seconde. Je vais juste lire pour vous la question. Donc, les manifestations de la Gen Z utilisant massivement Discord, TikTok, X, ancien Twitter, pour s'organiser sans leader formel. Comment les jeunes d'Afrique centrale utilisent ces plateformes pour contourner les médias traditionnels contrôlés par les régimes en place? Oui, alors, ce que je peux dire par rapport au contexte du Tchad ou de la République centrafricaine, c'est que cet usage des nouvelles technologies à des fins de manifestation s'inscrit vraiment dans un contexte déjà de désengagement ou bien de repolitisation un peu en dehors des cadres traditionnels qu'on voit.
et qu'il y a déjà un essoufflement de la jeunesse vis-à-vis en fait des promesses politiques. De plus en plus, les gens estiment que la meilleure façon de s'engager, c'est peut-être pas par des canaux traditionnels comme les partis politiques, il faudrait peut-être saisir d'autres canaux. Et étant donné que les réseaux sociaux sont ce qu'il y a depuis que c'est pour cette génération, ils ont été mis en contribution dans ce contexte-là. Donc, alors, les logiques d'investissement de ces outils-là sont pratiquement les mêmes que ce qu'on a vu un peu dans d'autres contextes comme Madagascar. C'est que ce sont des usages assez décentralisés, sans structuration, sans leadership, on peut le dire ainsi. La seule différence, c'est que nous sommes dans des contextes où l'accès déjà à Internet du fait, des défis comme l'accès à l'électricité dont je viens de commencer tout à l'heure, constituent des freins en fait qui limitent un peu l'accès à ces outils-là. Donc souvent, l'usage qu'on voit, c'est plus un usage de la diaspora ou encore davantage des élites urbaines. Voilà. Euh, de plus en plus, on voit comment un peu et de toute façon, par le passé, les régimes ont toujours eu les moyens de contrôler ces recours à ces outils-là, à des fins de contestation de protestation. Au Tchad, la pratique, c'était de couper Internet pour des journées entières dans tout le pays. Et ça, c'est ce que le régime a pu faire jusqu'à un passé récent. De plus en plus, on voit que l'accès à d'autres technologies comme Starlink va remodeler un peu le rapport entre pouvoir et société civile via les réseaux sociaux, en faisant qu'il s'agit de plateformes voilà, qu'il est difficile de contrôler. Et donc ça, on voit que depuis les zones rurales, en fait, il y a de plus en plus de revendications qui émergent. Donc ça, pour l'instant, c'est quand même une dynamique qui est embryonnaire et qui convient dessus. Mais on, on se rend de plus en plus compte qu'il y a cette appropriation à des outils-là, de plus en plus que par le passé, comme on a pu l'observer. Et voilà, on ne sait pas ce que cela peut donner, parce que nous sommes quand même dans des contextes où la répression reste quand même violente. Et pour le contexte du Tchad, par exemple, il y a juste 3 semaines, le gouvernement a adopté une loi qui instaure un peu un organe de la sécurité cyber, cyber, cyber intuitif, le terme échappe. Mais en fait, ce qui est important, c'est que le chef de cet organe-là est le directeur adjoint des renseignements généraux. Donc, on voit un peu comment est-ce que passe d'une part, voilà, si ces étudiants ont visité dans l'espace public, si les jeunes ou la société civile récupèrent de plus en plus de ces outils, on voit aussi que les États s'organisent aussi pour étendre un peu les dynamiques de répression sur le cyberespace. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Fulbert. Merci beaucoup. Je suis en train d'essayer de faire un équilibre entre les questions qui sont en barre de questions et aussi les questions en chat. J'ai aussi une question en chat. Je pense que cette question alors, la question est la suivante. Quel usage des nouvelles technologies pour la société civile pour élargir son espace d'intervention? Peut-être je vais céder cette question pour vous, Aïcha, parce que vous êtes plus sur les civic tech. C'est quel usage des nouvelles technologies pour la société civile pour élargir son espace d'intervention? Brièvement, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour commencer, en fait, c'est d'abord la sécurité numérique et l'hygiène numérique. On commence d'abord par ça. Maintenant, l'usage de la technologie, elle est multiforme. Ça dépend déjà de ce que vous essayez de, quel est votre objectif premier, qui est la communauté ou bien les personnes qui vont devoir utiliser cet outil. Et ensuite, vous passez au développement de l'outil. Nous encourageons les gens à aller voir ce qui existe déjà en termes d'outils Civic Tech au lieu d'en créer de nouveaux. Essayez de voir ce qui existe, comment l'améliorer. Il y a beaucoup d'organisations ou de réseaux de Civic Tech. Il y a africain, il y a pour chaque région de l'Afrique. Et c'est des repositoires où on peut trouver en fait ce qu'on recherche. Donc, la première chose, qu'est-ce que vous essayez de faire?
quelle est la communauté. Ensuite, vous définissez l'outil. Quelle est la communauté? C'est le profil exact, hein. Quelles sont les langues qu'ils parlent? Est-ce que c'est l'audio qui est plus bénéfique pour eux ou bien l'écrit? Est-ce que la langue, vous allez utiliser le français, le wolof, le mandingue, le lingala, le swahili, tout ça, il faut le définir. Et quelle est la pénétration d'Internet ou bien quels sont les outils qu'ils utilisent? Ils utilisent WhatsApp ou bien ils préfèrent les applis mobiles ou bien les plateformes. Tout ça, c'est à définir et ensuite, vous pouvez développer votre outil parce qu'il y a de plus en plus de développeurs qui sont, qu'on appelle développeurs civic tech ou bien développeurs conscients de la gouvernance démocratique. Merci. Merci beaucoup, Aïcha. Et peut-être, je vais ajouter une dernière question. Comment les partenaires internationaux pourront-ils renforcer le financement direct et flexible des organisations locales, notamment celles dirigées par des femmes qui sont en première ligne dans l'aide humanitaire et la cohésion sociale? Peut-être, c'est une question pour vous tous et toutes. Donc, si vous avez des idées à propos de cette question, vous avez... Oui, bon, je vais répondre brièvement. J'ai travaillé pendant des années, presque une décennie, dans le développement. Et un des soucis principaux, c'était les exigences de reportage et les critères, en fait, pour avoir accès au financement qui faisaient que la plupart des organisations africaines n'avaient, comment dire, n'étaient pas à niveau de ce que ces organismes internationaux demandaient. Et on finit par avoir des ONG internationales qui récupèrent les fonds et font de la sous-traitance avec les organisations africaines qui font le travail, ont la compétence, mais malheureusement n'ont pas les mêmes critères, n'arrivent pas à atteindre les critères définis par l'extérieur. Donc, je pense que si vraiment ça, on arrive à renforcer la capacité des organisations, surtout de femmes qui sont sur le terrain, pour qu'ils soient au moins à un niveau acceptable, ils pourront recevoir le financement directement au lieu que ça soit du financement indirect. Ce qui se passe dans beaucoup de secteurs au-delà de l'humanitaire, hein, c'est un grand problème en tout cas qui existe depuis toujours et qu'on essaye de régler en renforçant de plus en plus la capacité des organisations. Merci beaucoup, Aïcha. Donc, je vous remercie, Aïcha Dabo, Jessica, Valentin, Faubert. Merci beaucoup pour vos interventions qui ont été très enrichissantes. Vraiment, j'avais l'honneur de modérer cette conversation-là. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à notre équipe de Civicus pour d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tous nos membres parce qu'ils ont été là. On va terminer ce webinaire, mais bien sûr, on ne va pas terminer sans le mot de clôture par Shian, notre coordinatrice de membership. Merci beaucoup. Merci, Kenza, et merci d'être une animatrice aussi super. Je vais juste vous indiquer que le rapport va sortir le 12 et on va partager aussi une kit pour les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez partager avec votre réseau et on est très content de voir si vous pouvez partager tous les membres papa, euh, pourraient partager avec le réseau. Alors, ça, c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie pour nous rejoindre. Merci autrefois à tous les panélistes et on vous voit la prochaine fois. Bye bye, bonne journée et bon week-end. Merci beaucoup.